Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Guillaume Lanctot-Bédard, associé à Spiralis, coach, et on va apprendre à vivre plus consciemment, mais surtout comment communiquer plus consciemment. Bienvenue Guillaume. Merci beaucoup. Enchanté d'être ici. Ben oui, ça nous fait plaisir de te recevoir. Donc, parle-nous un petit peu plus de ce que vous faites à Spiralis, puis on va parler aujourd'hui de comment vivre plus consciemment. Je sais que vous êtes spécialisé aussi beaucoup en communication. Mhm, On en mhm. discutait un peu avant. Ouais, Donc, parle-nous un petit peu plus de ce que vous faites à Spiralis, puis ta perspective aussi sur comment on peut vivre plus consciemment. avec plaisir. Merci beaucoup. Ouais. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir Mm. parler de ce qu'on fait à Spiralis. Je considère qu'on est avant-gardiste, Mm. courageux et on est vraiment dans une péripétie qui est vraiment pleine de découvertes. Alors, Spiralis, ça se veut et c'est une école. Une école à partir de laquelle on donne des formations. Mm. Donc, on donne des formations pour le grand public. C'est souvent dans la catégorie croissance personnelle. Mm. Les formations portent sur le sujet de la communication non violente. Mm. La communication non violente, qui est un travail qui a été élaboré par Marshall Rosenberg, un psychologue américain. Euh, et Spiralis va un peu plus loin que donner de la formation au grand public de cette façon. On donne aussi des services dans toutes sortes d'organisations, que ce soit communautaires, gouvernementales ou des entreprises privées. On aide les gens à mieux communiquer, à mieux s'entendre, à développer davantage de synergie puis des habiletés de collaboration ensemble. Mm. On a aussi plusieurs coachs à Spiralis qui sont des coachs certifiés avec différentes approches et principalement aussi l'approche de la communication non violente. Mm. Et on offre des services de médiation parce que, qu'on le veuille ou non, malgré les meilleures intentions des êtres humains, arrivent des moments où est-ce que des fois, ils arrivent dans des impasses puis ils ne savent pas trop comment se sortir de certaines situations. Mhm. Les principes et les outils de la communication non violente sont extrêmement puissants et aidants pour résoudre des conflits, démêler des choses comme ça, puis revenir à un espace où est-ce qu'on arrive à mieux se comprendre, se relier les uns aux autres, être capable de voir la perspective des autres, puis de retrouver le goût, l'élan et la confiance Mm. pour collaborer ensemble. Mm. Et à travers ça, Oui. on se donne le défi, le double défi, c'est-à-dire qu'on est aligné à faire en sorte que tous les aspects de l'entreprise de Spiralis honorent et respectent les principes de la communication non violente dans leur intégrité. Mm. Ça, c'est quand même assez différent de ce qu'on voit d'habitude. On a des systèmes de sociocratie chez Spiralis de manière à ce que chaque employé de Spiralis, chaque personne qui travaille de près ou de loin avec Spiralis, se retrouve représenté dans un cercle pour être considéré dans l'orientation puis dans les alignements de Spiralis. Mm. Fait que ça, c'est challengeant et puis en même temps, c'est très élevant. Et ça, ça stimule énormément les gens dans leur adhésion puis dans leur volonté de participer. Le fait qu'ils soient considérés. Ça fait partie d'un des principes fondamentaux de la CNV pour communication non violente. Mhm. Comment, lorsque les gens se sentent considérés, tout d'un coup, leur cœur s'ouvre et leur enthousiasme et leur volonté de participer augmente significativement. Totalement. Ben, Mm. c'est magnifique, puis même, c'est un exemple vivant de comment vivre plus consciemment, déjà en organisation ou en petit groupe. Tu sais, je Mhm. pense déjà là, Ouais. la communication, c'est un des moyens, sinon le plus grand moyen d'interaction à travers tous Mhm. les individus dans des organisations. Ouais. Fait que je trouve ça admirable comment vous, vous l'intégrez d'une façon totalement différente. Fait que déjà Mhm. là, vous vivez plus consciemment. Mais ce que j'aimerais couvrir avec toi, Ouais. c'est comment est-ce que la communication nous change Mhm. et nous aide à vivre plus consciemment. Ouais, 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 ouais. Merci beaucoup. Hum. Euh, une, une chose qui... La première réponse qui monte à l'intérieur de moi, Hum. c'est de prendre conscience de la quantité de gens qui viennent chez nous pour des formations et ils nous disent quelque chose qui ressemble à ça. Je comprends pas ce qui se passe. Je médite. Je pratique la pleine conscience. Hum. Je, je suis totalement engagé à plus de paix dans le monde. Hum. Et pourtant, il y a différentes interactions ciblées, que ce soit avec ma mère ou avec mon enfant ou avec mon patron, où est-ce que je perds tous mes moyens. Et là, je ressors d'un échange
et je ne comprends pas qu'est-ce qui est sorti de moi, comment ça se fait que j'ai interagi de cette façon-là. Je n'ai pas su comment incarner mes valeurs dans ces interactions-là qui sont pourtant très significatives et très importantes pour moi. Et c'est là que je vois à quel point la communication non violente peut être un puissant vecteur de cohérence et d'intégrité. Parce que c'est une chose que d'aspirer à la paix. C'est une chose que d'avoir des outils pour amener de la conscience à l'intérieur de soi lorsqu'on est dans des conditions favorables. Comment est-ce qu'on fait pour incarner ces valeurs-là et ces qualités-là dans des situations où est-ce que les choses vont vite, où est-ce que les enjeux sont élevés, où est-ce qu'on peut se sentir ou se percevoir menacé? Comment est-ce qu'on fait pour rester fidèle à ces qualités et ces valeurs-là? C'est là que, pour moi, la communication non violente prend tout son sens. Parce que elle nous propose des points d'attention très spécifiques à intégrer dans notre façon de nous exprimer et aussi à considérer dans notre façon d'écouter et de nous relier aux autres. Et ces points d'attention-là, pour pouvoir y accéder, nous devons nécessairement entrer à l'intérieur de nous et augmenter significativement la qualité d'écoute qu'on porte à ce qui nous habite et à ce qui est vivant à l'intérieur de nous. Donc, c'est un petit peu la magie de la chose. C'est parce qu'on pourrait dire, c'est un modèle très simple, j'applique une méthode. OK, bonne chance. Applique-la, la méthode. Assure-toi, tu sais, par exemple, il y a 4 points d'attention. C'est un modèle très, très simple, puis la CNV, c'est beaucoup plus que le modèle, mais on fait une description simple. Observation, c'est-à-dire quels sont les faits. Est-ce que je peux distinguer les faits de toutes les interprétations, les évaluations, les histoires que je me raconte? Tu sais, juste démêler la réalité de ce qui se passe dans ma tête. Première étape. Déjà, là, ça, tu enlèves énormément de parasites et d'interférences là, dans les échanges. Démêler tout ça. Deuxièmement, face à ces événements, face à ce que tu peux voir, à ce que tu peux entendre réellement, concrètement, au fait, comment te sens-tu? C'est banal, cette chose, comment te sens-tu? On demande des fois aux gens, pouvez-vous nommer des mots de sentiment dans les formations d'introduction? Je peux te dire que souvent, régulièrement, après 7, 8 mots qui décrivent des sentiments, les gens sont un peu perdus. La plupart des gens sont beaucoup plus capables de nous donner des noms de marques de voitures que de mots qui décrivent des nuances puis des façons qu'ils peuvent se sentir à l'intérieur d'eux. Je ne dis pas ça pour dénigrer les gens, je dis ça pour remarquer que moi, je suis allé jusqu'à l'université puis je n'ai pas suivi de formation « Apprends à connaître tes sentiments ». Je n'ai jamais suivi cette formation. On n'est pas particulièrement outillé par rapport à ça. Fait que voici un deuxième point d'attention qui nous, si je veux pouvoir nommer comment je me sens, demande un minimum d'introspection. Oh, qu'est-ce qui m'habite en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose qui est agréable? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus désagréable? Et d'aller voir cette porte qui nous ouvre vers une dimension qui est peut-être une des contributions principales du modèle de Rosenberg, c'est la dimension des besoins humains fondamentaux. Chaque fois que nous vivons des sentiments, ce qui est chaque seconde, ces sentiments-là nous pointent vers des besoins que nous avons. Et là, si tu penses que c'est pas facile de nommer des sentiments, les gens sont peu outillés et habitués à connaître leurs réels besoins. La société de consommation dans laquelle on fonctionne a tendance à nous mêler et nous amener à confondre nos besoins versus les stratégies. Dès que quelqu'un pense qu'il a besoin d'une voiture, que quelqu'un pense qu'il a besoin d'argent, que quelqu'un pense qu'il a besoin, je ne sais pas moi, comme d'un téléphone cellulaire intelligent, par exemple. Mais il y a une confusion totale qui est là. Les choses que je viens de nommer ne sont pas des choses qui sont nécessaires à l'être humain dans son essence. Alors, on veut faire une distinction importante, encore une fois. Les besoins humains fondamentaux, ceux qui se rapportent à notre essence. Alors, juste de cette distinction clé-là entre les besoins et les stratégies, puis d'aller voir de me poser la question, en sachant que les besoins, 1, ils sont universels. Tous les êtres humains les ont. 2, ils sont intangibles. Okay?
J'ai jamais besoin de quelque chose de physique que je peux mettre dans ma poche. Et troisièmement, les besoins sont intrinsèques. C'est-à-dire que oui, c'est certain, je suis un être social. Je vais aller vers d'autres êtres humains pour nourrir plusieurs de mes besoins. La satisfaction de mes besoins et la connaissance de mes besoins, elle se trouve à l'intérieur de moi. C'est comme ça qu'on dit c'est pour ça qu'on dit que c'est intrinsèque. Fait que ça a l'air banal, mais va essayer d'intégrer dans chaque message important que tu as à communiquer, comment tu te sens et quel est le besoin sous-jacent. Et surtout, ensuite, qu'est-ce que tu aimerais? La quantité de temps et d'énergie que les gens perdent parce qu'ils ne sont pas clairs sur ce qui est important pour eux en termes de besoins. Ils ne sont surtout pas clairs sur ce qu'ils aimeraient concrètement qu'il se passe. Les gens, malheureusement, ils sont dans des croyances un peu comme « Ah, mais si on m'aimait, on le saurait. Si on s'intéressait à moi, on devinerait ce que j'espère, ce que j'attends. » Bien, honnêtement, non. Avec la vie dans laquelle on vit en ce moment, si t'es pas clair, on risque de pas le savoir. Puis là, tu vas être fâché, puis tu vas en vouloir à tout le monde. Puis ça va créer, encore une fois, toutes sortes de petites tensions qui sont inutiles. Fait que le modèle, il est aussi simple que ça. Ces 4 points d'attention-là, ce qui est intéressant et comment ça soutient la conscience, c'est que pour avoir de la clarté là-dessus, je dois démêler la réalité de ce que je pense. Fait que déjà, ça me force à prendre conscience de mes pensées. Comment je me sens. Donc, ça me force à être attentif à ce qui vibre à l'intérieur de moi. De quoi est-ce que j'ai besoin? Donc là, ça me parle de mes aspirations, de mes élans et de les dimensions de mon humanité qui cherche à rayonner, à s'épanouir. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe? C'est-à-dire, ça serait quoi une demande que j'aurais pour des gens autour de moi? Et puis, comment je peux distinguer ça, cette demande-là, d'une exigence? C'est très, très important. La communication non violente est au service de nous soutenir à créer des dynamiques où est-ce qu'on peut donner et recevoir à partir d'un élan du cœur. La plupart d'entre nous, on a quand même reçu une certaine éducation que lorsque on ne répondait pas aux attentes ou aux demandes, il était normal qu'on reçoive un traitement moins sympathique, confortable ou agréable que si on avait répondu positivement. Et ça, c'est fondamentalement ancré à l'intérieur de nous. Ce qui fait que lorsque des fois je fais une demande, que ma demande elle soit explicite ou implicite, et si je n'ai pas ce que je souhaite de la personne à qui je demande quelque chose, et que parce que je suis déçu ou contrarié, je la traite avec moindrement un tout petit peu moins de respect, un peu moins d'amour, quoi que ce soit dans une tentative de faire regretter à l'autre, comment veux-tu que cette personne-là ait accès à son élan du cœur? Elle a besoin de percevoir qu'elle est libre si elle peut avoir accès à cet élan de pouvoir donner et offrir. Et donc, c'est absolument nécessaire de prendre conscience des parts de nous qui ont tendance à essayer de décourager les gens de nous dire non ou de ne pas nous donner ce qu'on veut. Parce que malheureusement, quand on fait ça, après ça, ils se retrouvent quasiment avec seulement 2 choix. Soit ils se soumettent et ils font ce qu'on leur demande, mais pas à partir d'un élan du cœur, mais parce qu'ils ont peur des conséquences ou parce qu'ils veulent préserver notre amour ou notre affection ou notre loyauté. Soit ils se rebellent, puis ils nous envoient promener, puis ils se tiennent loin de nous, puis je veux rien savoir de toi si c'est comme ça. Malheureusement, dans les 2 cas, je perds l'accès au potentiel de collaboration, d'unité dans les relations. Donc, il y a cette dimension-là aussi là, dans la conscience de la CNV. C'est magnifique. C'est vraiment un modèle, je l'ai étudié un petit peu, là, tu sais, puis juste de prendre conscience de ces 4 points d'attention, d'essayer de formuler même des phrases dans ce contexte-là, ça amène énormément de clarté. Juste pour donner un outil à l'audience, admettons, qui écoute, pourrais-tu peut-être tentativement formuler une phrase qui ressemblerait à une phrase utilisée en CNV qui permettrait d'exprimer quelque chose clairement? Parce que moi, j'ai vraiment compris quand j'ai entendu une phrase, j'ai fait, mais c'est tellement clair, puis c'est tellement non agressif comme façon de communiquer. Est-ce que tu serais confortable à nous partager un exemple? Je serais confortable à vous partager plein d'exemples. Dans ta question,
il y a un petit piège pour moi. Je veux préciser, OK. OK? Étant donné que le modèle que présente la communication non violente est un modèle qui est... Tu as vu, c'est quatre points d'attention. C'est simple quand même. Ouais. Tu sais. Les gens ont tendance à confondre le modèle avec l'esprit Exact. Ouais. de l'approche. Oui. OK? Et puis, particulièrement lorsque je m'en vais en entreprise et que là, je leur montre le modèle. Ah! Et tu sais, il y a pour chaque morceau du modèle, il pourrait y avoir un segment de phrase qui pourrait ressembler... je vais donner un exemple vraiment classique, OK? Si je dis, je vais voir une collègue et je lui dis, te rappelles-tu que quand tu m'avais demandé le matériel dont j'avais besoin pour ma formation, je t'avais dit que j'avais besoin du document XYZ. Puis tu m'avais dit oui, pas de problème. Quand je suis arrivé à la formation, puis j'ai cherché dans le matériel que tu m'avais mis dans ma boîte, je n'ai pas trouvé le document. Quand je me suis retrouvé à la formation sans ce document, je me suis senti vraiment comme déstabilisé puis un peu nerveux parce que c'est vraiment important pour moi, tu sais, comme la prévisibilité puis même l'efficacité quand je prévois un design pour ma formation, que j'ai tous les documents qui peuvent me soutenir dans le design que j'ai prévu. Serais-tu d'accord, la prochaine fois, si jamais tu ne trouves pas le document en question ou même si pour une raison quelconque, tu ne le mettras pas dans mon matériel de formation, serais-tu d'accord de m'envoyer un message la veille? Ça va me permettre à moi peut-être soit de refaire mon design de formation, soit de trouver quelque chose pour compenser. Comme ça, je ne serai pas pris au dépourvu quand j'arrive le jour de ma formation. Fait que, voilà un message. Fait que tu as vu l'observation, c'est-à-dire, on s'était entendu sur ça. Puis là, je regarde un peu la personne pour voir si tu te rappelles. Oui, dans ce cas-là, la personne s'en rappelait très bien. Je nomme comment je me suis senti quand ça s'est arrivé. Je nomme ce que ça me touche pour moi, comme de la prévisibilité, puis de la confiance, puis de l'efficacité dans mon travail. Et je dis très clairement, je fais une proposition de quelque chose que j'aimerais, qui pourrait peut-être me soutenir, puis être plus proche de ma préférence pour le futur, pour l'avenir. Et là, je m'ouvre, parce que là, je ne sais pas comment la personne va réagir. Ça, ce n'est pas une phrase magique que je dépose, puis pouf, tout est réglé. Il y a un être humain devant moi. Puis cette personne-là, peu importe comment je m'exprime, elle peut vivre des choses, elle peut réagir de différentes manières, elle peut commencer à se justifier, elle peut... Même si je l'exprime comme ça, crois-le pas, ça se peut qu'elle entende du reproche, de la critique aussi. Parce qu'on est tellement conditionné dans ce paradigme-là, on est tellement habitué que des fois, malgré nos meilleurs efforts et toute la conscience qu'on amène dans notre manière de communiquer, parfois, les gens vont quand même entendre de la critique. Alors, après ça, c'est qu'est-ce que je vais faire, moi, pour composer avec la réponse ou la réaction de la personne devant moi? Ça va être très important. Je veux juste revenir sur pourquoi je t'avais dit que c'était délicat comme question. Quand je fais une démonstration comme celle que je viens de faire, puis particulièrement lorsque je m'en vais en organisation, qu'est-ce que tu penses qui est la réaction des gens typique? J'imagine c'est un « Ah, j'ai trouvé la clé à tout, puis maintenant je peux tout avoir ce que je veux. » Pas tout à fait. Non? Souvent, la réaction, c'est « Mais mon Dieu, je ne m'imagine pas parler comme ça. OK. C'est pas naturel, parler comme ça. Aussi. Ça passera pas. On va me demander dans quel secte que je suis tombé. Si j'ai été empoisonné par quelque chose, j'ai été kidnappé par des extraterrestres, quelque chose comme ça. Les gens ont très peur parce que ils voient bien que ça leur propose d'avoir une façon de communiquer qui est tellement différente de ce qu'ils connaissent puis de ce que les gens autour d'eux connaissent. Fait que c'est pour ça que j'insiste. Ce n'est pas les mots. On ne veut pas confondre la communication non-violente avec les mots. On veut que la communication non-violente, ça se rapporte avec à partir de quelle conscience j'opère, à partir de quelle conscience je communique et j'entre en interaction. Un des principes les plus importants
particulièrement notre manière de nous exprimer. C'est tellement important qu'on l'appelle la première clé du bonheur chez nous. Wow. C'est de relier comment on se sent à nos besoins. Parce que les messages avec lesquels on a grandi, là, c'est « Ah, maman est contente parce que tu as des bonnes notes à l'école. » tu sais. « Oh, là, papa, il est vraiment fâché là, parce que tu t'es encore fait chicaner avec ta sœur, puis tu l'as tapé. » Là, puis là, qu'est-ce que je veux dire par là? Presque chacune d'entre nous, on a grandi dans un système où est-ce que les figures d'autorité nous faisaient prendre la responsabilité de comment eux se sentaient. Et que lorsqu'on avait un bon comportement, ah, ben là, les autorités sont contentes. Ah, puis quand on a des mauvais comportements, alors les autorités ne sont pas contentes. Et tout ça, ça vient comme s'imprégner dans nos façons de faire. Ça vient s'imprégner profondément à l'intérieur de nous. Ce qui fait que quand on est contrarié, peu importe dans quelle mesure, que ce soit même un léger agacement jusqu'à une grande furie, notre réflexe premier, c'est de sortir le doigt qui pointe et qui accuse. Je suis fâché parce que mes enfants n'ont pas encore fait de la vaisselle alors que c'est leur tâche. Je suis vraiment triste parce que ma conjointe, elle m'a parlé d'une façon qui était inacceptable devant mes amis. OK? Je suis bouleversé, découragé parce que le gouvernement se comporte d'une manière irresponsable. Et là, on est constamment en train de projeter un doigt à l'extérieur pour essayer d'expliquer la source et la cause de comment on se sent. Il y a deux choses qui sont malheureuses là-dedans. La première, c'est que tant que je relie mes sentiments à l'action des autres, à ce qui se passe à l'extérieur de moi, je vis énormément d'impuissance. Okay? Parce que mes chances de changer tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, en espérant qu'un jour, tout ce qui se passe à l'extérieur de moi va correspondre réellement à mes préférences, puis que là, enfin, je vais trouver la paix. Ah, et le repos, mais ces chances-là sont infiniment petites. OK? Il n'est pas là, mon pouvoir. Mon vrai pouvoir, c'est de remarquer comment les événements... C'est pas de faire semblant que je suis insensible à ce qui se passe. Ça serait complètement fou de croire ça. Bien sûr qu'on est sensible à ce qui se passe autour de nous, au choix des gens, au comportement des gens autour de nous, bien sûr. Mais si, dès que je remarque que je vis un sentiment, j'en profite pour suivre ce chemin-là puis aller voir quel est le besoin qui est là, qui veut mon attention. Là, j'ai du pouvoir. Parce qu'une fois que je suis connecté et relié à mon besoin, je réalise que bien au-delà de cette personne, de cette situation, il y a tellement de ressources sur cette planète, il y a tellement de possibilités pour moi, pour aller nourrir ce besoin, en prendre soin, puis aller satisfaire quelque chose. Ce qui ne veut pas dire, si j'ai un gros enjeu avec ma conjointe ou avec mon conjoint, quoi que ce soit, et ça touche mes besoins de confiance, je vais aller nourrir ma confiance ailleurs, puis je ne vais rien faire par rapport à ma... Mais non, pas du tout, au contraire. Bien sûr que je vais aller aborder les enjeux qui traitent cette relation-là. Mais je ne veux pas tenir les gens responsables de comment moi je me sens. Donc, le premier facteur, c'est qu'une fois que je suis relié à mes besoins, je suis empuissancé. Je suis informé de cette dimension de mon être qui veut de l'attention, qui veut du soin. Ça, c'est porteur. Ça m'amène de l'énergie. Ça stimule ma créativité. Ça me sort d'une stratégie unique. Il faut que ça se passe comme ça. Et quand, enfin, ça sera comme ça, quand mes enfants feront la vaisselle après chaque repas, enfin, je serai en paix. Mon Dieu! Mais là, si c'était ça, là, je serais misérable, moi. Je serais vraiment misérable. La deuxième raison, c'est que si je communique à partir d'une conscience où est-ce que tu es responsable de mon malheur, j'aurais à peine ouvert la bouche que tu vas voir que je suis en train de te faire porter cette responsabilité-là. Et qu'est-ce qui arrive quand un être humain se voit porter la responsabilité du malheur d'un autre? Il y a tout un mécanisme interne de fermeture et de défensive et de protection qui s'engage, qui fait que malheureusement, à un moment où est-ce qu'on aimerait tellement être entendu, tellement être compris et accueilli, communiquer dans cette conscience, je suis fâché parce que ça ferme l'esprit et ça ferme le cœur. C'est tragique. C'est vraiment tragique. Ce sont les moments où est-ce qu'on a le plus besoin d'être accueilli et d'être entendu.
Et malheureusement, quand on l'exprime dans cette conscience, je suis fâché parce que tu... Fermeture, défensive, justification, explication. Oui, mais toi, c'est pareil, mais c'est pas la première fois, mais c'est pas ma faute, c'est à cause de... Et là, on est là, mais tu peux pas juste m'écouter. Non, je ne peux pas t'écouter. Tu es en train de me tenir responsable de ton malheur. Ça bloque à l'intérieur de moi. Fait que ça, c'est vraiment un principe là, fondamental. Fondamental. C'est pour ça que je veux dire qu'au-delà des mots, la démonstration que j'ai faite tout à l'heure, là, observation, sentiment, besoin, demande, tant que je suis conscient, que je sois capable, moi, d'opérer en démêlant les faits de mes interprétations et de mes histoires, tant que je peux être conscient de mes sentiments et de relier à mes besoins, et que j'ai de la clarté sur ce que j'aimerais, peu importe les mots que j'utilise, ça peut se communiquer et mon potentiel de générer de l'ouverture, de la confiance et de la collaboration va se trouver vraiment possible. OK? J'aime beaucoup donner un exemple. J'ai un collègue de travail, moi, ça fait des années qu'on se connaît. On est proches, je vais le dire honnêtement, même que c'est mon beau-frère. OK? Donc, on a beaucoup d'opportunités pour cultiver une relation avec beaucoup de confiance. Et c'est le cas. On s'est retrouvé dans une situation en formation où est-ce que j'étais un peu emporté, un peu comme ça. Là. Tu sais, des fois, je pars, puis là, je m'emporte parce que je suis passionné. Puis il y avait un groupe d'environ une vingtaine de personnes. Et puis pendant que je parlais au groupe, on était co-formateurs. Je le voyais, lui, qui trépignait un peu sur sa chaise. Je pouvais percevoir du coin de l'œil qu'il avait envie d'amener un morceau et qu'il sentait que le timing était vraiment juste. Mais comme j'étais emporté dans mon histoire, je n'ai pas vraiment fait de pause. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'arrive au bout de ma phrase. Il se lève debout et me dit « Guillaume, arrête de parler et assis-toi. » Et là, je me suis arrêté de parler. Je me suis assis. Et là, il a pris la parole et il a amené un élément vraiment important qui était une belle contribution pour ce dont on était en train de parler. Elle ne s'arrête pas là, l'histoire. La pause est venue environ une demi-heure plus tard. Et j'ai été très surpris quand j'ai vu environ 6 participantes qui sont venus me voir pour me demander « Guillaume, est-ce que tu es correct? » Là, je ne comprenais pas trop. « Mais qu'est-ce que vous voulez dire? »« Mais comment ton collègue il t'a parlé tantôt devant tout le monde? » J'étais comme « Ah, mais non, mais tout va bien, il n'y a aucun problème. » Pourquoi? Parce que mon collègue, son enjeu, là, il était sensible sur le temps, son enjeu. Il y avait un enjeu de timing. C'était pas un bon moment pour lui de me faire une expression à 4 phrases de « Guillaume, lorsque je vois que tu parles et que tu tiens la parole pendant 2 minutes et demie et que je ne vois pas une pause de plus d'une demi-seconde dans chacun de tes mots, je me sens un petit peu agité, j'ai un besoin de contribution. Serais-tu d'accord, s'il te plaît? » Vois-tu, c'était pas le temps c'était pas le temps de mettre ces gants blancs-là. Mais parce qu'il m'a dit « Guillaume, arrête de parler et assis-toi », il me l'a exprimé à partir de cette conscience-là. Il n'y avait aucune charge. J'ai perçu aucun reproche de sa part, aucun dénigrement, aucun jeu de pouvoir, aucune tentative de sa part de prendre le dessus sur moi, de me faire mal paraître. Et j'ai perçu rien de tout ça parce que c'était pas... Il n'opérait pas de cette conscience-là. Fait que, tu vois ce que je veux dire? Parce que si les gens pensent que pour intégrer la communication non-violente, il faut que chacune de leurs expressions soit une phrase qui prend 2 minutes. Vois-tu, les gens, ils peuvent facilement être découragés puis dire, bah, moi, ça ne m'intéresse pas de vivre comme ça. J'apprécie quand même la simplicité de ma façon de faire. Pas de problème. Sois attentif à partir de où tu communiques, par exemple. Ben, c'est vraiment merveilleux. Moi, ce que j'entends aussi, c'est mon interprétation, mais d'opérer à partir d'une conscience de bienveillance. Tu sais. L'intention derrière les mots aussi. Puis le niveau de conscience, puis justement d'avoir une bienveillance humaine fondamentale qui est claire. Mais dans ce contexte-là, les mots perdent beaucoup de charges négatives, probablement, puis Exactement. tout ce qu'on communique est perçu aussi différemment, probablement. 100%. 100%. J'aime bien
amener les gens à imaginer une situation dans laquelle ils vivent un conflit, une tension avec une autre personne. OK? Ils ont une préférence, une orientation X et l'autre personne avec qui ils sont en interdépendance, ils doivent gérer quelque chose ensemble, a une perspective, une préférence différente, Y. OK? Et là, on sent qu'il y a un ou deux qui n'aura pas sa préférence, OK? Parce qu'elles sont quasiment incompatibles, les deux. Oh, une tension émerge. Ça, là, c'est normal. Ça fait partie de la vie. Des fois, des gens pensent que si j'applique bien la communication non violente, il n'y aura plus jamais de tension, je ne vivrai plus jamais de conflit. Ce n'est pas vraiment souhaitable. C'est pas vraiment souhaitable. Pourquoi? Parce que la tension et le conflit émergent à partir dès qu'il y a une variété, une divergence d'opinions, de perspectives, habitée par des gens qui sont passionnés. Mais on a besoin de variété dans les perspectives et dans les opinions. C'est comme ça qu'on a accès à de la richesse, à de l'ouverture, à de la créativité. Donc, on ne veut pas éviter ça. On veut apprendre à naviguer dans ces espaces-là. OK? Et puis, moi, j'aime bien dire, imaginez-vous que vous faites partie d'une de ces tensions-là, de ces conflits-là, et que vous pouvez entrer dans un espace avec l'autre personne où est-ce que vous êtes absolument rassuré que vos besoins seront considérés. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Instantanément, les gens me disent, ben, on se détend. Ben oui, on se détend. On relaxe. C'est sûr. Moi, Robert, si toi puis moi, on a une petite situation puis qu'on ne voit pas les choses de la même manière puis que là, on est dans un dilemme un peu comment est-ce qu'on va s'orienter et que je vois dans ton regard et dans ta posture que tu t'intéresses à moi, que tu ne cherches pas à avoir gain de cause à mon détriment. Et puis que avant d'aller vers « je veux absolument mon résultat et ma préférence », que tu cherches à connecter avec moi, puis que tu cherches à comprendre et te relier à ce qui est important pour moi, puis à mes besoins. Si je vois ça dans ta posture, dans ton attitude, dans ton regard, je me détends, je m'ouvre. Moi aussi, je m'intéresse à toi. Même que je vais dire, vas-y, parle en premier. Parle en premier, je ne suis pas pressé. Si je suis rassuré que je vais être considéré, vas-y, prends ton temps, on va discuter. Donc, ça fait partie des principes importants. Connexion avant solution. Connexion avant éducation. Puis, en effet, lorsque on comprend ça, lorsqu'on comprend qu'on a beaucoup plus accès au génie, à l'énergie, à l'enthousiasme, à l'action investie d'amour et d'humanité des gens, quand ils se sentent pleinement considérés et qu'ils font partie des solutions, aussitôt qu'on saisit ça, aussitôt qu'on vit quelques expériences qui nous démontrent ça, parce que aussitôt que tu mets ça en pratique, tu le vois bien, tu t'en rends compte, bien, tu réalises que ça devient important. Comment est-ce que moi, je peux démontrer ça? Comment est-ce que moi, dans ma façon de m'amener, je peux démontrer, informer les gens que je suis intéressé à eux, que je suis intéressé à ce qu'ils vivent, que je ne cherche pas à obtenir ce qui me tient à cœur contre leur gré ou à leur détriment. À partir du moment où est-ce que j'opère dans cette conscience-là, que je suis branché dans mon cœur à ce niveau-là, et que les gens peuvent le percevoir à travers ma posture, mon attitude, ma voix, mon regard, mes gestes, mes choix, mes actions, bien là, tout d'un coup, OK, là, la confiance, elle s'ouvre. Là, ils voient en moi un partenaire potentiel plutôt qu'un compétiteur de quelqu'un qui nous amène dans une énergie de manque, puis de « oh, chacun pour soi », puis là, on va commencer à engager des jeux de pouvoir. Qui va gagner? Qui va ressortir vainqueur de cet échange? Non. S'il y a un gagnant puis un perdant, en fait, il y a deux perdants. OK? Fait que la communication non-violente attire notre attention. Puis ce que je trouve beau, c'est que c'est pas une approche moralisatrice. Ah, voici la belle façon d'agir, ça c'est la bonne façon d'agir, ça c'est la mauvaise façon d'agir. Au contraire, on nous invite à sortir de ce paradigme où il y a des autorités morales quelconque politique qui nous dit qu'est-ce qui est la bonne ou la mauvaise chose à faire.
on nous invite à rentrer à l'intérieur de nous pour y goûter directement à la source. Parce qu'une fois que, dès que tu en vis des expériences, où est-ce que tu es relié à toi-même, avec une telle qualité que tu as accès à toute ton énergie vitale et que tu as des outils puis des moyens, puis tu développes des habiletés pour te relier avec les autres, avec une telle qualité de reliance aussi, que tu arrives à goûter à notre interdépendance et à notre interconnexion. Une fois que tu goûtes à ça, c'est plus des principes moraux qui te guident. C'est ton propre élan, c'est ton essence qui te guide. C'est tout un changement de paradigme quand même, là. Ben, c'est ça qui est vraiment intéressant. Justement, quand on parlait avant le podcast, on se préparait, ce que je voyais, c'était justement un changement de paradigme. Puis ça, c'est quand même très profond. Un changement de paradigme, ça change complètement la trajectoire d'une vie. J'aimerais ça couvrir rapidement aussi, justement, parlant du changement de paradigme. Ouais. C'est quoi? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est peut-être un ensemble de croyances, mais comment est-ce que toi, tu définirais ça? Parce que de transitionner vers un mode de vie plus conscient, une façon de communiquer avec les autres de façon plus consciente, c'est, je pense, le souhait et l'aspiration de tous. Là, on dit, OK, ben, c'est un changement de paradigme, c'est magnifique, mais c'est quoi un changement de paradigme, puis comment ça s'intègre? Oui, merci. La réponse simple, c'est est-ce que j'opère à partir de mon cœur ou est-ce que j'opère à partir de ma tête? Ça, c'est la réponse simple. Pourquoi? Parce que le changement de paradigme, c'est de passer du paradigme de domination à un paradigme de partenariat. OK? Et puis, le monde dans lequel on vit, puis je ne suis pas là pour venir faire une critique sociale de nos institutions puis de nos structures, puis en même temps, Marshall Rosenberg était très critique des institutions, puis des systèmes, puis des structures qui étaient en place. Elles ont, pendant longtemps, priorisé des qualités qu'on peut appeler masculines, des qualités particulièrement depuis l'âge des Lumières, là, les qualités de rationalité. Qu'est-ce qu'on peut prouver par la science et qu'est-ce qui est rationnel? Et on devrait agir uniquement à partir de ce qu'on est capable de prouver, de comprendre et de démontrer de manière empirique et scientifique. Et puis, et que les seules personnes qui sont dignes d'être des meneurs et des leaders dans notre société sont les gens qui sont d'une très haute capacité de rationnel et très capables de faire arriver des choses. Okay? Et malheureusement, dans tout... Je crois que c'était peut-être important pour l'humanité quand on a mis ces valeurs-là de l'avant. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'on a commencé à interpréter ou à associer tout ce qui était plus subtil, tout ce qui était plus sensible, de l'ordre même un peu des émotions et de la vulnérabilité. On a commencé à associer ça à de la faiblesse. Donc, aussitôt que quelqu'un était en lien avec quelque chose qu'il ne pouvait pas prouver, qu'il ne pouvait pas démontrer, qui était hors de juste son rationnel, il pouvait souvent être comme « Oh, est-ce que cette personne-là est fiable? Est-ce que vraiment on devrait donner des responsabilités à cette personne-là si elle opère autrement uniquement que par son rationnel? » Je vais faire une histoire courte, tout ça pour nous amener à dire que qu'est-ce qu'on développe à l'école? Qu'est-ce qu'on nous encourage? C'est quoi qui est soutenu? Moi, mon parcours d'éducation en Amérique du Nord, ici, là, particulièrement au Québec, c'était « Es-tu capable de retenir de l'information? Es-tu capable de faire des liens entre des choses? Es-tu capable de développer ton cerveau, tes capacités d'analyse, donc de comprendre des systèmes puis de reproduire des systèmes? Es-tu capable d'arriver au bout de tes projets puis de faire arriver des choses? » Ce sont toutes de très, très belles qualités. OK? Mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on est tellement développé dans notre mental puis dans notre cognitif que lorsqu'on se retrouve dans différentes situations puis qu'on a des décisions à prendre, on ne cherche que là, on ne sollicite que notre mental. Et on perd, lorsqu'on est uniquement régi par notre mental, on
on perd toute l'information qui se trouve ailleurs, qui se trouve dans nos cellules, qui se trouve près de notre cœur, qui se trouve dans nos tripes. Notre corps est rempli d'informations. Il nous parle énormément. Et puis, ce qui est intéressant de par notre corps, c'est qu'il a tendance à être beaucoup plus sincère que notre mental. Parce que notre mental, il cherche de la cohérence. Notre mental, il cherche à défendre ses croyances. Il cherche à défendre tout ce qu'il a reçu comme information, puis toutes ces perceptions du monde qui nous ont amenés à nous construire jusqu'à aujourd'hui. Alors, lorsqu'on est constamment activé par notre mental et en train de nous référer à notre mental dans notre manière d'opérer dans la vie, on ne se rend pas compte, mais il y a un biais de confirmation qui est toujours actif. C'est-à-dire qu'on est constamment en train de voir et de chercher, au-delà de ce qu'on est conscient, voir et chercher tout ce qui peut nous confirmer dans ce qu'on a déjà appris ou ce qu'on pense déjà. Puis, malheureusement, qu'est-ce qui se trouve aussi dans notre tête et dans notre mental? C'est notre perception de nous-mêmes comme étant des individus isolés les uns des autres. Et c'est en opérant à partir de notre mental qu'on a tendance à agir dans l'individualité et d'une manière qui est souvent très égocentrique et même un peu égoïste. Et de perdre de vue cette notion et ce phénomène par lequel nous sommes tous interreliés. Tu sais, et qu'est-ce qui arrive? Bon, on vit dans des systèmes où il y a de plus en plus de contrôle, de plus en plus de police, de plus en plus de guerre, de plus en plus d'armées. Mais forcément, on est tous développés dans cette croyance que on est complètement isolés les uns des autres. Fait que là, mon Dieu, il faut que j'en ai plus pour moi et les ressources sont limitées. Bien là, on est tous en compétition les uns sur les autres. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort, la loi du plus malin, du plus astucieux, de celui qui a le plus de privilèges. À partir du moment où est-ce que tu opères à partir d'ailleurs et que tu développes davantage ce lien avec toi et ton essence fondamentale, tu le vois que tu ne peux pas être heureux alors que les autres autour de toi sont malheureux. Des fois, les gens, ça leur prend un exemple aussi brutal et évident que je leur demande, quand vous voyez des images des guerres qui se passent dans le monde en ce moment-là, puis vous voyez des bombardements, puis des familles avec des gens qui meurent, puis qui ont des gens de leur famille qui sont morts et tout, là, est-ce que vous êtes indifférent à ça, vous? Jusqu'à date, il n'y a pas une seule personne qui m'a dit qu'elle était indifférent à ça. Les gens sont bouleversés. Les gens sont mal à l'aise. Les gens sont fâchés, sont tristes, sont décontenancés. Et pourtant, ils vivent ici alors qu'il n'y a aucune guerre. Ils ont tout ce dont ils ont besoin pour manger, pour être logés, nourris. Ils ont tout ce qu'il faut. Alors, comment ça se fait qu'on est bouleversé de cette manière-là? Mais parce qu'on est tous reliés. On est sensibles à la réalité les uns des autres. Fait que quand tu me demandes c'est quoi ce changement de paradigme, c'est que j'arrête. Le changement de paradigme, nécessite de prendre conscience que les structures dans lesquelles on est socialisé, on est conditionné à chercher l'action juste à travers des autorités extérieures à nous-mêmes. Okay? Quand on est tout jeune, c'est nos parents. Un peu plus tard, ça devient nos professeurs, un directeur d'école. Après ça, ça devient nos patrons. Après ça, ça devient le gouvernement. Les personnes qu'on considère comme étant les plus influentes, ceux qui prennent les décisions. Et à être constamment conditionnés à aller porter notre regard à l'extérieur de nous pour nous guider puis pour nous orienter, on en vient justement à et tout ça, ça se passe à travers notre tête, on en vient à nous déconnecter de notre boussole intérieure. On en vient à perdre notre sens moral intérieur, pas moral. Le prêtre ou le catholicisme dit que ça, c'est la bonne chose ou la mauvaise chose. Le Dalai Lama, il dit ceci ou ça. Non. Ce sont des gens, les grandes figures spirituelles ne sont pas là pour nous dire comment agir, sont là pour nous aider à découvrir à l'intérieur de nous cette boussole intérieure humaine qui est propre à chaque être humain, qui existe dans chaque personne. Alors, il est là le changement de paradigme. Parce qu'à partir du moment où est-ce que
j'opère à partir de mon cœur et non pas de qu'est-ce que ma tête me dit, puis toute l'idée qu'on est en manque, puis qu'on est en compétition, puis que c'est moi ou que c'est l'autre. À partir du moment où ce que j'opère avec mon cœur, j'y goûte à cette bienveillance naturelle-là. Elle existe en moi. Elle existe en chacune des personnes, la bienveillance et la bonne volonté naturelle. Sauf que si je ne nourris pas, je n'alimente pas, je ne stimule pas ce canal pour me relier à ça, dès que les choses vont devenir tendues, je remonte dans ma tête parce que c'est ce que je connais. Parce que c'est là-dedans que j'ai été bâti, construit, stimulé. C'est ça que je connais, c'est là-dedans que je me sens habile. C'est ce que je vois partout autour de moi quand j'entends des speeches, des conversations, puis des choses comme ça dans les médias, des leaders de gouvernementaux. C'est dans la dualité, c'est dans le mépris, c'est dans la guerre, c'est dans l'échange, c'est dans... Alors, l'influence est très, très, très forte. Il faut juste reconnaître que c'est tout un défi que de rester branché dans son cœur, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Puis c'est pour ça que moi, quand j'ai pu avoir accès à quelqu'un qui m'a aidé à reconnecter à ça, c'est bien trop précieux, ça. Moi aussi, je veux contribuer à ça, à aider les gens à se reconnecter à ce paradigme de partenariat. Ben, c'est un magnifique paradigme. Puis justement, ça bouleverse, si on veut, l'ancien paradigme d'individualité, de dualité. Puis c'est un paradigme, pour moi, qui m'inspire beaucoup à des tribus originelles ou des petits groupes humains, des humains en petits groupes. Souvent, ça revient à un genre de dynamique comme ça, mais peut-être avec l'évolution de la société, ça a changé. J'apprécie justement ce que tu dises, que tu parles de ta découverte de la CNV, puis de ton expérience. J'aimerais ça plonger un peu plus dans comment c'est arrivé ça, puis aussi des histoires que tu as vues la CNV en action, qui ont transformé des vies, qui ont transformé des façons d'interagir, puis changé le cours de certaines vies, certaines destinées, si on veut le voir comme ça. Fait que peux-tu nous parler initialement de toi, ton cheminement, comment c'est arrivé, comment tu as découvert cette perle rare, si on veut le voir comme ça? Avec plaisir. Avec plaisir. En fait, ma mère, qui aimait bien me prêter des livres qui l'avaient inspiré, touché, fait qu'elle m'en prêtait régulièrement. Puis j'avais tendance à feuilleter les 2-3 premiers chapitres. Puis souvent, j'étais comme, j'ai l'impression que j'ai saisi l'essentiel. Puis je mettais de côté, je vais le finir plus tard. Puis régulièrement, plus souvent qu'autrement, je finissais pas le livre. Jusqu'au jour où elle me prête le livre Les mots sont des fenêtres ou ils sont des murs. Introduction à la communication non violente, qui est le livre de référence principal de Marshall Rosenberg. Ça m'a tellement marqué. Je me rappelle où j'étais, je me rappelle mes enfants, comment ils étaient jeunes à ce moment-là. Je commençais à lire ça. Et puis, en dedans de moi, là, ça faisait « Ah ben oui, c'est ça, c'est évident. » C'est comme si tout ce que je lisais dans ce livre-là venait comme confirmer des intuitions, des perceptions que j'avais eues depuis toujours, mais que je n'avais pas su comment articuler, que je n'avais pas trop su comment comprendre, que je n'avais pas vraiment suivi non plus, parce que j'avais agi vraiment, totalement en sens contraire de ce qu'il y avait dans ce livre-là. Je me plais à dire que si vous m'aviez connu, si les gens m'avaient connu il y a 25 ans, jamais ils auraient cru. S'il y a des gens qui voient ce podcast et qui me connaissent de mon adolescence ou de ma jeune vie adulte, vont se dire « Pardon, est-ce que c'est qui? C'est-tu vraiment Guillaume que je connais? » Moi, j'ai fait toutes les choses abominables. Moi, j'opérais vraiment dans le monde à partir de cette conscience que c'était chacun pour soi. Puis regarde, moi, je suis pas... Si mes comportements affectent les autres, c'est tant pis pour eux, puis ils s'arrangeront. Je ne sais pas quoi faire. Je ne savais pas comment faire autrement. Je ne considère pas que j'étais nécessairement une personne intentionnellement vilaine ou méchante, mais j'étais sans égard aux autres. Fait que je lis ce livre-là, je découvre ce livre-là, et là, je recontacte ma mère et je dis...
pas fermé l'œil tant que je n'avais pas fini de lire le livre. Et moi, je ne lis pas très rapidement. Je suis un lecteur plutôt lent. Et puis, le lendemain, je l'appelle puis je lui dis, OK, là, tu as piqué ma curiosité. Là, le livre que tu viens de me prêter là, il me chamboule complètement. Je veux en savoir plus. Je suis totalement intéressé. C'est comme, je comprends pas que j'aie pas lu ce livre-là plus tôt. Ça n'a pas d'allure, tu sais. Puis elle me dit, ah oui, à ce point-là. Je dis, ah, à ce point-là, et plus encore. Ben, elle me dit, si c'est à ce point-là, elle me dit, l'auteur du livre, il donne un atelier intensif de 10 jours à Rochester, New York, dans je crois, un mois et demi, quelque chose comme ça. Puis elle me dit, si tu veux y aller, je vais y aller avec toi, puis je t'en paie la moitié. Alors, j'étais comme, t'as pas besoin d'en dire plus, là. C'est booké. Allons-y. Et puis, ma sœur aînée, Valérie, avait, elle aussi, rencontré, je crois qu'elle avait fait peut-être un atelier découverte avec lui et lu son livre. Et quand elle a su que moi et ma mère, on avait ce projet-là, elle a dit, oh, ben, moi aussi, je vais y aller. Alors, on est allé à 4. On avait une amie qui est venue avec nous aussi. Et puis, et c'est là que j'ai découvert un homme qui incarnait toutes les plus belles qualités de l'humanité. Wow. Il dégageait une qualité d'empathie, d'acceptation. Mon contact avec Marshall Rosenberg, puis je le dis, puis c'est parce que en ayant échangé avec d'autres personnes qui ont eu des contacts avec lui, me disent, ben oui, moi aussi, j'ai eu ce même feeling-là, tu sais. Mon contact avec ce gars-là, c'était que, à travers son regard et sa posture, automatiquement, j'arrivais à, moi, m'accepter totalement, instantanément. J'arrivais à voir la beauté en moi, à reconnaître mon potentiel, à avoir l'élan de faire une différence positive dans le monde. Et pas d'une façon comme « Ah, je vais être une bonne personne, fait que là, je dérange. » Non, non. Même un encouragement à oser prendre des risques, à oser l'authenticité. L'authenticité dans dire ce qui est vrai, mais l'authenticité aussi dans oser agir comme mon esprit, mon corps, mon âme m'appelle à le faire, même si ça peut déplaire. Tu sais, c'était très, très impuissant. Ce gars-là était d'une générosité. Tu sais, c'est cet homme qui m'a fait découvrir que embellir la vie, enrichir la vie d'une autre personne, en fait, ça me nourrissait moi. Même si j'avais eu peut-être des expériences qui m'avaient permis de conscientiser ça, je n'avais jamais enregistré ça dans mon système. Tu sais, puis de ressortir de mon contact avec cette personne-là, puis d'avoir tout d'un coup juste comme envie de faire comme « Wow, comment est-ce que moi je peux servir la vie? » Je réalise qu'en fait, il n'y a rien de plus délicieux, il n'y a rien de plus savoureux, il n'y a rien de plus exaltant que de faire une différence positive, tu sais. Puis de reconnaître ça, puis d'y goûter à ça, puis une fois que tu découvres ça, ça devient comme addictif, là, tu sais. Je veux dire, ça, la consommation, puis de t'enrichir, d'avoir, puis de matériel, ça devient tellement secondaire. Ça replace ça te replace dans la hiérarchie de tes valeurs, tu sais. Puis de ce que toi, tu considères comme important, puis de ce que tu vas faire dans ta vie. Fait que c'est parti de là. Moi, j'ai pris un moment seul avec lui pour lui dire, regarde, moi, je capote sur ce que tu fais.
pour la première fois, j'ai eu espoir que l'humanité, on pourrait s'en sortir, qu'il y avait suffisamment de qualité dans l'être humain pour qu'on puisse créer quelque chose de différent de ce qu'on expérimente en ce moment, globalement. Parce que, quand même, je veux faire attention, je critique beaucoup les systèmes et les structures sociales, et je veux aussi reconnaître qu'à l'intérieur de ça, il y a tellement de groupes d'individus qui s'organisent puis qui se mobilisent de toutes sortes de façons dans la conscience, dans l'amour, dans la solidarité. Tu sais, je veux juste le reconnaître, parce que des fois, quand je fais juste parler des structures sociales puis tout ça, les gens pensent, attends, c'est parce que tu vois pas tout ce qui se fait. Oui, je le vois, là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent fort puis qui sont très investis, très engagés, puis je vois ce que vous faites, tu sais. Ça va dans ce sens-là totalement, tu sais. C'est important de le reconnaître puis de célébrer ça, puis de focaliser notre attention là-dessus. Puis c'est ça qui nous... C'est vers ça aussi qui nous pointe, tu sais. C'est comme, au lieu de... On peut voir qu'il y a plein d'institutions, puis de structures, puis de systèmes qui semblent être désaxés en termes de qu'est-ce qu'ils priorisent, puis qu'est-ce que ça donne à tel point qu'il y a autant de pauvreté puis de misère dans le monde, alors que d'autres gens qui sont d'une richesse opulente, absolument. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout cet argent-là? Ils ne seront jamais capables de jouir de tout cet argent-là, puis de tout ce pouvoir, puis cette richesse-là dans leur vivant. C'est impossible. Comment tu veux donner du sens à ça? T'sais? Bon, fait qu'on peut s'indigner de ça, c'est normal. Puis après ça, tu veux faire quoi de ta vie? Passer ta vie à Charlie puis dire que tout ça, c'est de la foutaise puis que ces gens-là sont des ci puis des ça? Ou tu veux, toi, te brancher dans ton être, dans ton cœur, et qu'est-ce que tu veux créer à partir de ça? C'est pour ça, pour nous, même à Spiralis, l'importance de développer Spiralis puis d'orienter Spiralis dans ces valeurs-là pour faire comme, hey, on n'a pas tant de pouvoir que ça à changer le gouvernement, à changer les choix qui sont faits, puis les institutions, puis tout ça, mais on a du pouvoir créateur. On est des créateurs très puissants. Fait que moi, ça a été ça, mon contact avec Marshall Rosenberg, de me brancher sur ces qualités de cœur-là, puis deux, d'orienter mes actions dans cette cohérence-là, plutôt que d'être en résistance, puis dans le rejet de... Parce que ça a été beaucoup ça, ma vie avant. C'est je critique à tout. Moi, la quantité de figures d'autorité que j'avais rencontrées, que je n'avais pas considérées comme étant bienveillantes, cohérentes et dans le souci réel de ma dignité comme être humain, j'étais vraiment en réaction forte puis en rébellion, tu sais. Mais OK, parfait. Qu'est-ce que je veux? Qui suis-je vraiment? Puis qu'est-ce que je peux créer de différent? Je suis revenu de ce 10 jours intensif-là. Moi et ma sœur, on est comme... je pense que on aurait vraiment envie de faire ça dans la vie, là, tous les deux. OK, bon. Puis on est parti avec des parcours parallèles. Elle avait une école d'herboristerie avant ça, fait qu'elle était déjà familière avec monter une école, puis d'être une formatrice, tu sais, une enseignante. Fait qu'elle a monté, elle a fondé Spiralis avec son conjoint. Et puis moi, j'ai fait mon parcours parallèle à ça, où est-ce que je donnais des conférences, des ateliers. Tu sais, Marshall Rosenberg disait, « Hey, si tu es passionné de ça puis tu es interpellé, vas-y. » Tu sais, attends pas de penser que tu maîtrises la chose parfaitement pour aller dans le monde, parce qu'elle dit, tu vas attendre, tu vas mourir avant d'y arriver. Tu sais. Fait que, vas-y. Tu sais, fait que moi, j'étais comme, OK, il dit, let's go. Moi, je suis comme, parfait. Tu sais, je suis capable de tout est possible. J'y allais. Puis, à ma grande surprise, la réceptivité était très bonne, tu sais. Fait que j'allais donc à la garderie de mes enfants, dans l'école de mes enfants, dans mon réseau d'amis, les gens que je connaissais. J'organisais des petits groupes, tu sais, vraiment pas chers, juste pour comme développer mes habiletés. Ça fait plus de 20 ans, là. J'étais... ma compréhension de la CNV était infiniment plus grande que ma capacité à l'incarner, là, tu sais. J'étais pas du tout en pleine cohérence, en pleine congruence de la chose, là, tu sais. J'étais... À mon tout début de parcours, là, j'avais des grosses habitudes à défaire, moi, des gros mécanismes. Je pars de vraiment très loin, tu sais. Et puis, parce qu'on avait cet intérêt-là, moi et ma sœur, on est restés proches dans ce qu'on faisait. On a même fait quelques ateliers ensemble à nos tout débuts.
Puis éventuellement, quand Spiralis a pris un certain air d'aller, puis moi, j'étais présent, je donnais un petit peu de feedback sur les formations, donc à ma soeur et mon beau-frère. En fil de temps, à force de réfléchir Spiralis avec eux, ils m'ont demandé, mais est-ce que tu ne serais pas intéressé à devenir associé avec nous? Fait que j'étais comme, mon Dieu, ça a beaucoup de sens. Tu sais, j'avais envie de participer à cette aventure-là, ce projet que je trouvais magnifique. En plus, on avait une synergie, tu sais, comme des individus qui sont passionnés là, par la CNV, puis qui... Et sans être parfait, là, parce qu'il n'y a personne d'entre nous qu'on est parfait, là, mais d'être orienté vers ça, puis d'annoncer ouvertement que c'est vers ça qu'on veut tendre, puis que des fois, on aura des écueils, puis qu'on ne va peut-être pas y arriver. Ce que ça crée, là, c'est que ça crée une genre de synergie où est-ce que c'est toujours le plus régulé d'entre nous qui nous élève, qui nous tire vers le haut. C'est magnifique de voir ça. C'est magnifique, puis c'est le contraire radical de ce que je vois dans la plupart des organisations, où est-ce que c'est quasiment toujours le nivellement, puis on se tire vers le bas. C'est la personne qui est la plus fermée, qui est la plus hostile, puis c'est elle qui donne le ton, puis là, tout le monde se braque, puis tout le monde... Tu sais, c'est triste et c'est malheureux. Donc, de fil en aiguille, comme ça, je me suis retrouvé à faire partie de Spiralis au niveau de la gestion. Il y a eu 2 autres intensifs de 10 jours qui se sont donnés. Tu sais, c'est un format de programme, ça, qui est chapeauté par le CNVC, Center for Nonviolent Communication. Puis c'est des 10 jours intensifs. Il y en a eu 2 qui se sont donnés au Québec. Et l'organisatrice, comme elle savait qu'on avait été tellement passionnés et que moi et ma soeur, on était bilingues, elle nous a demandé si on ne voulait pas être interprète pour des formateurs à ces occasions. Fait qu'on a fait 2 autres intensifs de 10 jours, tous les 2, en tant qu'interprète. Wow! Et ça, là, c'était puissant parce que, c'était pas mon métier, là, mais la concentration que ça requiert, là, d'être à l'écoute de chaque parole qui est prononcée toute la journée pour avoir à le dire dans l'autre langue, parce que des fois, c'est en français, tu traduis en anglais, des fois, c'est en anglais, tu traduis en français. Fait que ça a fait comme un autre niveau de wow! Comme si ça a été très, très formateur, là. Puis je veux te dire que dans ces événements, donc des intensifs, oui, il y a les ateliers qui sont donnés, qui sont extrêmement riches, de découvertes avec des exercices pour faire des apprentissages, mais il y a aussi le climat. Il y a tout l'apprentissage qui se fait par l'immersion. Tu sais? Puis de faire comme, OK, là, on est une belle grande masse d'individus, on se partage un espace, on a toutes sortes de choses à échanger, puis à discuter, puis à négocier entre nous. Comment allons-nous appliquer ces principes-là, tu sais, dans la réalité, là? Là, c'est plus juste des théories, puis je vais faire des jeux de rôle, puis quand je vais retourner dans ma vraie vie, je vais essayer de l'appliquer. Non, c'est ici maintenant que ça se passe. Tu sais. Fait que ça a été très, très riche, très formateur, ça, pour moi. Après ça, il y a eu le parcours pour arriver jusqu'à devenir un formateur certifié. Ma sœur était particulièrement investie, et donc elle a eu sa certification plus tôt. Elle est devenue aussi donc une des personnes qui peut certifier les gens ici au Québec. Puis... de fil en aiguille, j'ai continué mes formations. Moi, je suis devenu un formateur certifié aussi. J'essaie de rester en lien avec ta question qui était comment en arriver, ouais. Ben, c'est ça. Ben, là, je vois ton parcours, puis ça a été sûrement une merveilleuse expérience, illuminante, peut-être même, on pourrait dire, là, mais je voulais aussi savoir, parce que là, je vois que ça a changé ta vie. Oh boy! Et puis, j'aimerais ça savoir peut-être des histoires, 1 ou 2, si tu en as, tu as vu que ça a vraiment changé la vie des gens, la CNV. Oui. Je peux donner une histoire personnelle. Je trouve ça plus facile. Lorsque j'ai découvert la CNV, j'étais déjà en fin de relation de couple avec la mère de mes enfants. La fin de notre relation était difficile pour tous les deux. Ça n'a pas été une belle fin de relation. Ça a été difficile. Il y a eu beaucoup de souffrance, de douleur, surtout de son côté. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est restée avec une grande quantité d'amertume et de déception envers moi. Parce que c'était pas ce qu'elle voulait que notre relation se sépare. Je crois que si elle avait su que ça allait arriver, elle n'aurait peut-être pas choisi d'avoir des enfants.
si jeune, parce qu'on était particulièrement jeunes dans notre groupe à avoir des enfants. Puis, il y a des fois puis je veux vraiment faire attention, elle avait toujours ses raisons, puis c'est une des choses qu'on enseigne, c'est que tout le monde fait toujours du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, autant elle que moi, j'étais loin d'être un CNViste aguerri à ce moment-là. Là. Je venais à peine de découvrir ça, puis c'était beaucoup plus théorique que incarner mon affaire. Puis, il arrivait régulièrement où on avait des échanges téléphoniques parce qu'on avait des choses à gérer en lien avec les enfants. Et puis, la façon qu'elle me parlait, là, pour moi, là, ça allait vraiment pas dans le sens de respect pour moi, pour ma dignité. Moi, je percevais énormément de dénigrement, de jugement, de reproches. Et après ça, elle me disait des choses qu'elle voulait de moi en exigence avec des menaces derrière. Là, comme là, tu vas faire ça, puis si tu le fais pas, bon. Est-ce que c'est exact ou c'est mon souvenir? C'est pas tant important. OK? Je veux juste dire que c'est un petit peu comme ça que je l'expérimentais. Moi, de par mon caractère, quand elle me communiquait comme ça, de cette manière-là, je lui disais, va te faire voir, je raccroche. Et là, il y a une part de moi qui disait, je me suis respecté, je me suis pas laissé écraser, je me suis pas laissé dominer, puis j'ai été capable de lui faire comprendre qu'elle ne pouvait pas me parler n'importe comment. Et bon, il y avait une part de moi qui était satisfaite. Mais régulièrement, il y avait une autre part de moi qui n'était pas satisfaite. Puis, à force que ça arrive des situations comme ça, puis que je me suis intéressé à c'était quoi qui se passe en dedans de moi qui n'est pas satisfait, j'ai réalisé qu'il arrivait régulièrement que les choses qu'elle m'exigeait, les choses en soi, elles me semblaient légitimes. Elles me semblaient justes. Mais parce qu'elle me l'exprimait de cette façon-là, je l'envoyais promener puis je lui disais « Oublie ça, aucune chance, je le ferai pas. » Et j'ai réalisé que, alors que moi, je pensais que j'étais dans tout mon pouvoir parce que je m'objectais à elle puis parce que je la laissais pas me parler n'importe comment puis que je la faisais un petit peu payer pour son mauvais comportement, je déviais de l'action qui me semblait juste et légitime à l'intérieur de moi. C'est là que j'ai réalisé que, en fait, j'étais pas réellement dans mon pouvoir. Même quand je réagis en opposition à quelqu'un, en hostilité à quelqu'un, même si je pourrais dire l'autre personne, elle le mérite, l'autre personne, elle l'a créé, elle l'a cherché, même à ça, je suis pas dans mon pouvoir. Je suis encore en train de donner mon pouvoir à quelqu'un d'autre. Et ça, là, ça a été comme une leçon d'humilité pour moi, là, de faire comme, bon, j'aime pas du tout le message, comment il est exprimé. J'aime pas du tout les menaces que je perçois qui sont greffées à ce message-là, à cette communication-là. Je vais lui dire que j'aime pas comment qu'elle me parle. Par contre, quand je vais m'intéresser à ce que je vais choisir de faire, je veux revenir chez moi et me sonder sur qu'est-ce qui me semble être juste. Et puis, il y a plusieurs reprises dans les choses qu'elle me disait, tu vois, je disais, d'accord, je vais le faire parce que je trouve que ce que tu me demandes, c'est légitime puis c'est juste. Et je veux juste que tu saches que de la manière que tu me l'as dit, c'est vraiment pas comme ça que j'aime qu'on me parle. Fait que ça, pour moi, là, ça a été une énorme transformation. Wow. Après ça, il y a eu des choses dans ma relation avec elle qui ont contribué à son amertume envers moi, que j'ai réalisé qui sont venus du fait que j'avais pas été aussi honnête avec elle que j'aurais aimé l'être au moment où on se questionnait si on allait avoir des enfants ensemble ou pas, quand elle est tombée enceinte la première fois. J'ai pas été aussi honnête avec elle que j'aurais voulu. Puis moi, là, j'ai traîné cette culpabilité-là pendant des années et des années. Et puis, je savais qu'elle, une part de son chagrin, une part
de sa charge qu'elle portait envers moi était reliée à ça. Mais parce qu'elle se manifestait dans autant d'hostilité, c'était juste comme, ben, tant pis, puis c'est comme ça. Puis là, je vivais avec ma culpabilité, puis c'était tendu, puis c'était coincé entre nous. Jusqu'au jour où est-ce que j'applique un de nos propres processus qu'on enseigne, qui est de transformer la culpabilité, et que je constate pleinement à quel point je regrettais de ne pas avoir été pleinement 100% honnête avec elle à ce moment-là de notre relation, puis de l'impact que ça avait eu sur elle. Tu sais, elle, là, avoir des enfants en garde partagée, là, c'était pas du tout un intérêt, c'était pas du tout ça qu'elle voulait. Ça faisait pas aucunement partie de ses rêves puis de ses plans de vie, comprends-tu? Puis, moi, là, si j'avais été vraiment honnête avec moi-même, là, j'aurais pu le savoir que ça allait probablement aller donner ça. Tu sais. C'est pour ça que je portais autant de culpabilité. Puis, le jour où est-ce que j'étais capable de transformer cette culpabilité-là en apprentissage, en découverte de « wow, OK, j'ai fait un choix à un moment important de ma vie, un choix qui a eu un très gros impact sur la vie de quelqu'un d'autre, qui n'est pas un impact agréable. Puis, dans ce choix-là, moi, je n'ai pas été aussi intègre que j'aurais voulu. Je n'ai pas été aussi honnête que j'aurais voulu. Je n'ai pas incarné cette valeur-là d'authenticité puis d'honnêteté comme je l'aurais voulu. Puis, j'ai vraiment du regret pour l'impact que ça a eu sur cette personne-là. T'sais. Puis, à la graduation de secondaire 5 de notre fille, après la célébration, donc la mère de mes enfants et moi sommes allés manger au restaurant, puis j'ai pu prendre le temps pour lui exprimer le regret de ce que j'avais eu. Puis je ne l'ai pas fait à partir d'un paradigme de « j'ai mal agi, je suis une mauvaise personne, je suis vraiment le dernier des ci ou des ça ». J'ai pu le faire vraiment dans le respect de ma dignité et dans la pleine reconnaissance de l'impact que j'avais eu sur elle, puis de l'impact que ça avait eu sur sa vie. Puis même dans une certaine proposition, y a-t-il quelque chose que je peux faire un peu pour même t'alléger de tout ça? Et cette expérience-là, ça a été un moment pivot. Là. C'est le point tournant de notre relation. Je te dis pas qu'aujourd'hui, on est des meilleurs amis, qu'on se côtoie tous les jours, pas du tout. Mais il y a un autre niveau de respect, de cordialité, juste comme d'humanité entre nous, qui est fondamental, puis qui est aussi vraiment au bénéfice de l'état de nos enfants aussi qu'on a ensemble. Là, fait que ça, c'est une des expériences, c'est d'être capable de... Comment les gens sont... On est tellement habitués d'associer si j'ai fait quelque chose qui fait du tort à quelqu'un, je suis donc coupable, je suis donc fautif. Et ma seule manière de reconnaître ça, c'est de me traîner dans l'autodénigrement puis de me soumettre à l'autre en disant « j'ai mal agi, je mérite d'être maltraité ou de souffrir ». C'est pas très encourageant de faire des apprentissages. Moi, tout le segment de ma vie où est-ce que je pensais que de reconnaître l'impact négatif que je pouvais avoir sur les autres, ça voulait dire me dénigrer puis mal me traiter, mais je le faisais pas. Je me coupais. Tant pis. Tant pis. Si tu vis quelque chose, c'est toi, moi, je veux même pas l'entendre. OK? Mais maintenant, ça a complètement changé. Je suis capable de m'intéresser. OK, ça a eu cet impact-là sur toi. Je veux en entendre davantage. Dis-moi en plus. J'ai pas besoin de me considérer comme étant mal ou dans le tort ou comme une vilaine personne. Je peux apprendre et enrichir ma conscience. C'est ça notre parcours d'être humain. C'est de faire des erreurs. C'est de faire des erreurs puis d'apprendre de ces erreurs-là. Est-ce qu'on veut apprendre dans le mépris puis dans le dénigrement de nous ou est-ce qu'on veut apprendre dans le respect de notre dignité, ce qui va faire en sorte que notre rapport à l'apprentissage va être bien plus positif. Je vais avoir j'ai hâte de refaire des erreurs puis de faire ces apprentissages-là maintenant. Tu sais? Ben, Guillaume, je vois vraiment une grande humanité en toi. Même si tu dis qu'il y a 25 ans, tu étais totalement différent. Tu sais, en ce moment, la personne que tu es, je pense, tu as définitivement fait beaucoup de progrès si, justement, tu dis que tu avais un caractère assez différent il y a longtemps. Fait que j'admire beaucoup la transformation. Tu sais, je connais des gens aussi qui
qui ont peut-être justement cette difficulté-là empathique ou des choses comme ça. Puis on a tous nos trucs, on est tous humains, tu sais, fait qu'on part tous avec des bagages différents. Puis la beauté, c'est la capacité de se transformer. Vraiment, Puis je pense vraiment, tu fais un travail merveilleux parce que les relations humaines, selon moi, c'est le plus grand travail spirituel qu'on peut faire. C'est là que la grande majorité de nos défis sont. Là, c'est vraiment dans les interactions. Fait que le fait que tu amènes des outils comme la CNV, comme la communication consciente globalement, là, c'est un impact magnifique sur le monde, tous les écosystèmes. Les gens les plus proches de toi, comme tu l'as dit, même ta famille, après ça, ta communauté autour, les organisations. Donc, c'est vraiment admirable ce que tu fais. Merci pour ça me fait vraiment ton plaisir. impact, Je suis Guillaume. honoré de ça. Tu sais, quand tu reçois quelque chose qui te touche comme ça, tu sais, t'as vraiment... Tu sais, moi, c'est pareil quand je mange un super bon plat. Là, tu sais, j'ai comme, faut que tu goûtes, faut que tu goûtes. Tu sais. Fait que je suis habité par ça. Tu sais, c'est comme, mon Dieu, tu goûtes à ça, j'ai envie que tout le monde y goûte. Puis ça donne espoir, ça donne espoir. Je crois vraiment qu'on est rendu à un moment crucial, l'humanité. Je crois que c'est important qu'on, collectivement et massivement, on fasse... je ne sais pas c'est quoi la traduction en français de « leap of faith ». Un peu un pas dans l'abandon à nous orienter puis nous organiser en misant sur la bonté de l'être humain plutôt qu'en misant sur les écueils des êtres humains. Puis merci pour ce que tu me dis. Ça me touche, ça me fait plaisir. C'est une démarche qui ne va jamais se terminer. Je suis à un point, quelque part sur une route. Puis je suis content d'avoir fait le chemin que j'ai fait et j'ai hâte pour la suite. Puis je vois juste par ton regard, ton sourire, que tu vibres à cette même vibration. Ça me réjouit. Je rencontre de plus en plus de gens qui résonnent à ça, puis qui... on est mûrs. Je crois que je crois qu'on... Sans nous dire qu'on a cette responsabilité-là, comme c'est pas à nous de sauver qui que ce soit, je crois que on a une responsabilité individuelle qui se traduit dans le collectif d'oser rayonner ces qualités-là, parce qu'elles sont contagieuses, puis elles sont nécessaires si on veut faire un point de bascule là, dans la conscience à partir de laquelle on opère collectivement. Absolument. Fait que merci pour ce que tu fais aussi, sincèrement. Puis merci d'ouvrir des espaces où est-ce que ces messages-là peuvent être entendus. Je trouve ça très précieux, très important. Ben, ça m'a fait plaisir de t'accueillir. Ça nous a fait plaisir de t'accueillir puis de t'écouter, Guillaume. Tu nous as partagé énormément de sagesse. Moi, je vois mon interprétation ou ma vision. Tu sais, c'est vraiment que tu t'es rapproché de ton âme puis tu aides les autres aussi à se rapprocher de la leur pour qu'on puisse vivre dans un monde plus en conscience. Donc, merci pour ton travail et ton impact. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de me recevoir. Merci, Guillaume.